Autour de l'inconscient. C'est le titre choisi pour ce congrès. Autour, indiquant que l'inconscient ne consiste pas comme quelque chose qui pourrait se voir, se saisir, se localiser et se désigner. Autour évoque plutôt un bord, celui d'une béance, d'un trou que l'on ne peut qu'approcher, cerner. Pour ma part, j'ai beaucoup tourné autour de ce thème pour en parler ici et là, à travers le monde de la NLS. Beaucoup d'autres s'y sont aussi mis, dans leurs séminaires, leurs journées d'études, leurs lectures, leurs cliniques, que sais-je, remettant ainsi au travail ce concept qui ne se contente pas d'être un concept, puisqu'il nous met, après Freud et à l'instar de Lacan, dans les conditions de l'interroger. Pour approcher ce mot inconscient, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'image. Qui est responsable de lancer la vidéo et le film? S'il vous plaît. Excusez-moi, je dois m'occuper un peu de tout. Merci, si on peut s'en occuper. Donc je reprends. Pour accrocher ce mot inconscient et pour ne pas tomber dans le commentaire théorique, il a été proposé de le faire à partir des formations de l'inconscient et plus précisément de la place et de l'interprétation qui leur seront faites aujourd'hui dans les cures par les psychanalystes, mais aussi par les analysants. Faut-il rappeler que les formations de l'inconscient sont le rêve, le lapsus, le mot d'esprit, l'acte manqué et le symptôme, et que nous n'en connaissons point d'autres, qu'il n'y a pas eu de nouvelles formations de l'inconscient qui auraient vu le jour après Freud. En 1977, Lacan disait que l'inconscient n'a de corps que de mots, et que cela n'a pas à voir avec les représentations inconscientes, les Unbewusstvorstellungen de Freud, car le symbolique n'a rien à faire avec des représentations. C'est avec ce corps-là que l'être parlant, ce corps donc de l'inconscient fait de mots, que l'être parlant fait l'amour, dit plus crûment qu'il baise. Car comme Lacan en choqua plus d'un, en le formulant ainsi, parler et baiser, c'est équivalent. Et l'on en retire la même satisfaction pulsionnelle. Lorsque ça rate avec les mots, l'exemple le plus frappant en étant le lapsus, c'est du même ordre que le ratage concernant le rapport sexuel, à savoir qu'il n'y en a pas, de la même façon qu'il n'y a pas le mot des mots, le mot qui dirait ce que je suis, ce que je désire, ce qu'est mon inconscient, le mot de la fin. Ce que l'inconscient montre, Lacan mettra à la place de celui de représentation, justement, celui de monstration, pour distinguer la structure de la forme, qui est la forme étant en effet du côté de la représentation. C'est qu'à partir du corps de l'inconscient, il y a des ratés, des tas de ratés. En d'autres termes, les formations de l'inconscient, ce sont des ratés de l'inconscient. Donner de l'importance aux mots et non à la forme, aux images, c'est ce qui, à notre époque, où la préférence n'est jamais autant allée justement aux images, est difficilement concevable. Parler à tort et à travers n'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment. Vous pouvez dire n'importe quoi, à condition que vous ayez une image qui fasse écran à vos propos. Cela n'a aucune importance.
au point que cette image peut se reproduire d'ailleurs, se multiplier, et que c'est ça qui fonctionne. Les mots, leur déroulement en chaîne signifiante, ça tourne en rond. C'est d'ailleurs le propre du discours de l'inconscient, désigné aussi par Lacan comme discours du maître. Le maître étant le signifiant que rien n'arrête. Si quelque chose du ratage, de l'acte manqué, du lapsus, ne venait pas se mettre en travers et n'arrêtait pas cette ritournelle des mots. Or, il ne suffit pas de faire un rêve, un lapsus, une formation de l'inconscient pour s'en satisfaire au titre que ce serait la preuve qu'on a bien un inconscient réel, tel qu'on l'entend dire sans plus d'élaboration. Un rêve, un lapsus, ne désigne pas le réel de l'inconscient, mais un matériel à élaborer pour que puisse se saisir un bout de réel. Se contenter du récit de ces matériaux sans les avoir interrogés, travaillés, élaborés, c'est se priver de savoir ce qui est encore de l'ordre du non réalisé, c'est-à-dire qui n'est pas déjà là, à disposition, voire enfoui. L'inconscient ne peut dès lors que se rater, car les formations de l'inconscient, je le répète, ne sont pas l'inconscient. Est-ce alors une raison pour dire qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'y intéresser ? Ne sont-elles pas ce qui, à défaut de saisir le réel de l'inconscient, peut nous mettre sur la voie de celui-ci ? Il en va ainsi du symptôme, dont Lacan disait que ce n'est pas encore vraiment le réel, c'est la manifestation du réel à notre niveau d'être vivant. Quand se produit une formation de l'inconscient, la signification de ce qui s'énonce s'en trouve pour le moins brouillée. Ça n'a pas de sens. Une question peut au mieux surgir à propos de ce qui vient d'émerger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Question à laquelle il conviendrait d'en substituer une autre. Qu'est-ce que « à dire » ça veut ? En effet, ce qui est important, c'est d'interroger où est la faille de ce qui se dit, la faille de l'inconscient. Ainsi, tel que je le soulignais dans l'argument de ce congrès, lorsque la fameuse jeune homosexuelle apportait à Freud ses rêves, c'était pour justement le tromper sur ce que ça voulait. « Tu attends que je rêve d'homme ? Eh bien, en veux-tu ? En voilà !» C'est pour cela que l'analyste se garde de rajouter des signifiants pour donner du sens à ce qui n'en a pas, pour comprendre ce qu'il entend de la bouche de son analysant. Lire, ce n'est pas comprendre. Si l'analyste ne donne pas de signifiants, Lacan mentionnait que cependant, il pouvait faire signe, c'est-à-dire donner au sujet le signe, non pas d'un signifiant, mais du manque de signifiant. Le signe, je cite Lacan, le seul qui puisse accéder à ce qui est de la nature de l'inconscient. Ainsi, l'analyste n'a pas à donner du signifiant en plus, mais à faire signe où le signifiant manque, là où il a manqué à l'autre pour répondre au sujet, et lui signifier ce qu'il est. Donc, ça n'a jamais été possible, dans le meilleur des cas. En d'autres termes, là où l'autre n'a pas répondu, il ne s'agit pas que l'analyste, lui, réponde. Que l'autre ne réponde pas, c'est de structure. Il y a eu un autre qui, très tôt, fut incarné pour le sujet, celui qui s'est occupé de lui, un autre qui avait ou non un désir, et dont les réponses emportèrent des effets divers, c'est-à-dire donnèrent lieu à des interprétations diverses pour le sujet, voire à une absence d'interprétation, une béance, dirons-nous, mais qui, selon les cas, prendra un statut différent. Quand on lit les mémoires du président Schreiber, comme ont pu le faire Freud et Lacan, on voit comment, dans son cas,
la question du manque de signifiants est essentielle et a ouvert un gouffre pour lui. Cela touche à quelque chose de l'ordre de la détresse absolue du sujet, voire de la mort du sujet. Lacan nous donne des exemples que je ne vais pas développer ici. Des phrases interrompues, qui sont des messages qui arrivent à Schreber comme autant de provocations hallucinatoires et auxquelles il doit répliquer. Ces phrases s'interrompent au point où un groupe de mots indique la position du sujet à partir du message lui-même. Et c'est parce que cette position est en suspens que le sujet doit y répliquer par un supplément significatif, avec, nous dit Lacan, une vaillance à ne pas faillir dans sa réplique, voire à déjouer les pièges où on l'induit. Où l'induit cet autre implacable dans le réel. C'est moi qui ai rajouté ça. Schreber ferait preuve donc de vaillance pour ne pas rester en suspens, là où les connexions internes du signifiant ne se font plus, là où la signification ne se boucle pas, là où aucune formation de l'inconscient n'émerge, là où il se trouve face au vide énigmatique qui se présente d'abord à la place de la signification elle-même. Schreber a cette vaillance, en effet, de compléter les messages qui s'adressent à lui, dans un effort de réplique qui, cet effort, s'il n'aboutissait pas, laisserait place au miracle des hurlements, à l'appel au secours, appel vain, sans recours, et à toutes sortes de productions hallucinées, délirantes. L'autre, ici, répond dans le réel. Si un sujet ne peut être représenté que par un signifiant, S1, pour un autre signifiant, S2, quand la chaîne est interrompue, cette interruption, dans certains cas, comme dans le cas de Schreber, peut être catastrophique. Pour Lacan, toutes les formations de l'inconscient, en dehors de ce cas, se fondent de l'équivoque. Parce que rien ne supporte le sujet comme tel. Le sujet que Lacan écrira lors d'une conclusion de journée de l'EFP à Lille en 1977 avec l'équivoque « su-je ». Pour le désubstantifier au sens qu'on ne le saisit pas comme tel, à l'instar de l'inconscient, et certainement pas comme « je », c'est-à-dire comme sujet d'une phrase. Le sujet de l'énonciation peut très bien être dans une phrase où ne figure aucun « je », aucun pronom personnel. En d'autres termes, on ne saurait confondre le sujet de l'inconscient, avec la personne. Nous sommes en septembre 1977 quand il dit ça. Et Lacan, cette année-là, revient à la question de l'inconscient après avoir avancé l'année précédente celle du symptôme, où il se demandait si l'inconscient est réel ou imaginaire et répondait qu'il participait d'une équivoque entre les deux. C'est donc dans son séminaire de 76-77, l'insuccès de l'une bévue, c'est l'amour, qu'il traduit l'inconscient par l'une bévue. L'une bévue. Ce qui équivoque, comme on peut l'entendre, avec l'Unbewusst de Freud. Un rêve, comme un acte manqué ou un trait d'esprit, constitue une bévue. Dans ce séminaire, nous avons un retour donc effectivement à l'Unbewusst, l'Unbewusst, à savoir aux formations de l'inconscient. Mais avec le pas de plus que Lacan leur fait faire à ce moment de son enseignement. C'est au cours de ce séminaire que Lacan fait un lapsus calami, en écrivant le quadripode du discours analytique au tableau.
ce que je ne vais pas faire. Jacques-Alain Miller lui fait remarquer que ce n'est pas ainsi qu'il l'a écrit à l'époque. Il s'agit de lettres, de baptêmes, qui ne se trouvent pas à leur place, à savoir que le lapsus a eu lieu entre les places de S1 et de S2 et que le sujet n'est pas non plus lui non plus à sa place, sauf seul le petit a s'y trouve à la sienne. Après cette séance de séminaire, où Lacan prend d'abord ceci comme une erreur, le retour que lui fera son auditoire lui fait admettre qu'il s'agit d'un lapsus. À la séance suivante, il va donc l'analyser. Il en déduit qu'en ce moment, il tourne en rond et que les lettres écrites n'étaient pas dans le bon sens, dans le sens où elles tournent. Elles étaient embrouillées. Je n'entrerai bien sûr pas dans le détail de cette analyse, mais Lacan en tire quelque chose d'intéressant. Après avoir fait ce lapsus, il dit que c'est la faille entre les deux places inférieures du quadripote, où se situent S1 et S2 dans le discours analytique. C'est cette faille qui, pour lui, n'en est que plus troublante. Le déplacement des lettres qu'a produit son lapsus supprime en effet cette faille entre S1 et S2. Lacan avance également que ce signifiant S1, qui est produit dans le discours analytique, ne serait alors que le commencement du savoir. Et un savoir qui se contente de toujours commencer, ça n'arrive à rien. Avec la formule, donc, le signifiant et ce qui représente le sujet auprès d'un autre signifiant, l'on voit en quoi le symbolique se spécifie de tourner en rond. Lacan nous fait ainsi saisir pourquoi il a dit que la psychanalyse pouvait être une escroquerie, c'est-à-dire qu'elle ne serait qu'une promesse de savoir. C'est pour cela qu'il a dit ça, au regard de ce tournage en rond. Il poursuit alors son élaboration en avançant, et ce qui est tout à fait inédit, qu'il suffirait qu'il connote le S1, qu'il connote le S2, non pas d'être le second dans le temps, mais d'avoir un sens double pour que le S1 prenne sa place correctement. Ainsi, ce S1 ne renverrait pas simplement à un autre signifiant, le signifiant S1 représente le sujet pour un autre signifiant S2, c'est-à-dire un deuxième signifiant, puis un troisième, tel que cela accourt dans le discours du maître, qui, ne l'oublions pas, est l'envers du discours de l'analyse, c'est-à-dire que ça peut tout à fait virer au discours du maître. Ce S1 renverrait ainsi à un sens double, soit à ce que le 2 du S2 signifie, non pas d'être le deuxième, mais d'être un sens double. Ce sens double, cet effet de sens, n'est pas le sens qu'on peut obtenir par un signifiant rajouté, ce que je disais tout à l'heure à propos de l'analyste qui pouvait en rajouter. Mais c'est ce qui prend le nom de l'équivoque. C'est parce que le mot a un double sens qu'il est S2. Or, lorsqu'on cherche à donner du sens, cette volonté de sens consiste à éliminer ni plus ni moins le double sens, qui n'est autre que l'équivoque. C'est ce qui peut nous éclairer, eu égard à l'hypothèse de l'inconscient qui en effet n'est pas soutenable, si l'on ne voit pas que c'est dans la façon qu'a eu le sujet d'être imprégné par le langage, avant même qu'il ne fasse des phrases, et ce par ses parents, que quelque chose ressortira dans les formations de l'inconscient, dans les trébuchements, les équivoques de la langue. C'est ce qu'il s'agit de retrouver quand on analyse les rêves et les actes manqués, et ce, au plus près de ce que Lacan nous livre à propos de l'équivoque. Je vous remercie de votre attention.